Alors, la présentation d'aujourd'hui, c'est droits humains et islamophobie. Alors, pour qu'on se mette d'accord, on va toujours définir ce qu'est l'islamophobie. L'islamophobie, c'est une idéologie raciste qui normalise qu'on s'en prenne à des personnes ou à des institutions via des actes de violence, de discrimination, de diabolisation, de dénigrement, de calomnie, parce qu'elles sont ou parce qu'on pense qu'elles sont musulmanes. Ça n'inclut pas la critique de la religion. Ça veut dire la religion musulmane a été critiquée de tout temps, comme d'autres religions, et le fait que la religion musulmane soit critiquée, qu'on soit d'accord ou pas, ne va pas faire des musulmans des non-musulmans. Ils ne vont pas perdre leur religion. Et là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Donc, partant de ça, la deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est que les outils principaux qui sont utilisés pour normaliser l'islamophobie sont censés être des outils qui protègent les droits des musulmans. On va commencer par la laïcité. On entend souvent ce terme, laïcité ici, laïcité cela. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la laïcité est une loi qui est excellente. Pourquoi ? Elle a été votée en 1905 et on sait qu'elle sépare le religieux du politique. Elle empêche l'État de s'ingérer dans les affaires religieuses et à la religion de s'ingérer dans les affaires de l'État. Ça veut dire que, à cause de l'histoire toxique de l'Église catholique en France, qu'elle a été affiliée au régime de la monarchie, qu'elle a toujours participé au mouvement de répressif vis-à-vis de la population française, il a fallu séparer les deux. Et le premier ennemi de la laïcité, ce n'était pas les musulmans, c'était l'Église catholique. Par contre, quand la loi de 1905 a été votée, elle a été appliquée en France métropolitaine. Par contre, dans les colonies musulmanes, parce qu'en 1905, les colonies étaient encore sous le joug de la France. En Algérie, on n'a pas appliqué la laïcité. Pourquoi ? Parce qu'elle empêchait justement l'État de s'ingérer dans les affaires musulmanes, nommer des imams, nommer les représentants, organiser le culte, etc., etc. Parce que l'idée était qu'il fallait garder sous contrôle la religion musulmane. Pourquoi ? Parce que c'est la religion musulmane qui aurait pu rassembler les tribus d'Afrique du Nord pour résister à la France. Donc la France savait que la religion musulmane pouvait mobiliser les populations colonisées pour résister. D'ailleurs, j'en avais parlé quelques fois sur mes lives, sur mon compte personnel, mais en 1894, ce n'est pas un hasard, on a le général Bugeaud, connu pour ses crimes en Algérie, qui demande à Léon Roche d'aller jusqu'à la Mecque pour demander une fatwa sur mesure, qui est toujours disponible aux archives nationales. Et cette fatwa, bien sûr, on sait dans quelles conditions elle a été obtenue. Quand dans les archives, on lit qu'il faut faire preuve de largesse et de générosité vis-à-vis des chefs religieux, on sait pourquoi. Parce que leur influence est primordiale et il faut se la mettre dans la poche. 1894 ou 92, je ne m'en souviens plus. Bref, 94 ou 92, on a une fatwa du shérif de la Mecque qui demande aux Algériens de ne pas résister à la France tant que la France leur permet de faire la prière et d'aller à la Mecque. Ça veut dire qu'on a un avis religieux qui a été donné par un pays étranger pour que les populations nord-africaines ne se rebellent pas et acceptent la colonisation. Et donc, on voit bien que contrôler les musulmans a toujours été une obsession de l'administration française, qu'elle soit coloniale ou post-coloniale. Et ce que vous voyez aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui demande l'application, le renforcement de la laïcité, on sait que ce n'est pas vrai.
il demande à pouvoir légalement violer la laïcité pour pouvoir s'ingérer dans les affaires, pour pouvoir s'ingérer. Alors je vois, question de Nawel Mokran à tout le monde, jamais entendu parler de cette fatwa. En fait, très simple, on va la ressortir tout à l'heure. J'en avais parlé, je pourrais vous la ressortir. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je ne me permettrai pas d'inventer des faits ni d'insulter votre intelligence. Alors, on a une obsession du contrôle des musulmans qui se manifeste aujourd'hui avec les discours à répétition d'Emmanuel Macron et les déclarations de ses sbires au gouvernement. Excusez-moi du terme. Quand Emmanuel Macron parle de renforcer la laïcité, ce que lui, il demande, c'est de pouvoir légalement violer la laïcité. Non, là, ouais, pas de problème. Je ressortirai la fatwa parce qu'en fait, elle est aux archives nationales et ce serait bien que peut-être Château Chinon organise une visite sur les archives nationales qui concernent le monde musulman. Je pense même moi, enfin, si vous l'organisez, je serai là avec vous parce que on découvrirait plein de choses. Et donc, ce qu'Emmanuel Macron veut faire, c'est la laïcité qui l'empêche de s'ingérer dans les affaires de la religion musulmane, nommer les imams, les représentants, s'ingérer dans l'organisation des associations, les instituts de formation. Pour lui, la laïcité actuelle l'en empêche. Et quand il dit « nous voulons la renforcer », ce qu'il demande, nous voulons pouvoir outrepasser la laïcité. Parce que la laïcité de 1905, c'est une loi qui sépare le religieux du politique et qui protège les religions minoritaires. Pourquoi? Parce que l'Église catholique a été en capacité, elle a dominé l'État français pendant des siècles. Et donc, les religions minoritaires, c'était qui? Les protestants et les juifs. Et ces religions minoritaires étaient protégées de l'ingérence de l'État dans leurs affaires religieuses. C'est pour ça que vous ne voyez pas le président s'ingérer dans les affaires des synagogues ou des temples protestants. Or, aujourd'hui, pour les musulmans, obsession de contrôle des musulmans oblige, il faut pouvoir outrepasser la laïcité pour que ce soit légal. Parce que si aujourd'hui l'État s'ingère dans les affaires religieuses, vous pouvez aller devant les tribunaux et faire appliquer le droit. Parce que l'État n'a pas le droit de nommer un imam, de nommer des représentants. Le CFCM qui a été mis sur pied en 2003, c'était une initiative complètement illégale. Vous voyez? Donc, ces instruments mobilisés contre les musulmans étaient à la base des instruments protecteurs. L'autre point, c'est que l'accélération de l'histoire qu'on voit aujourd'hui sur le dos de celles et celles qu'on appelle les musulmans ne vient pas de nulle part. Il y a déjà eu, depuis les années 80, des mobilisations continues. N'oubliez pas que les gens qui sont aujourd'hui à côté d'Emmanuel Macron étaient là dans les années 80 pour normaliser l'islamophobie. J'avais offert une formation gratuite qui est toujours en ligne sur l'islamophobie. Je ne sais pas si je pourrais envoyer le lien ou pas. Et vous avez vraiment à la regarder parce que vous apprendrez énormément sur la dimension historique de l'islamophobie, mais aussi comment est-ce qu'on a l'architecture politique qui permet à l'islamophobie de devenir normale, qu'on passe des lois contre les musulmans et qu'en contrepartie, les musulmans n'aient pas les moyens de se défendre. Alors, concernant le public que vous êtes, vous serez amené à jouer un rôle influent au sein des communautés musulmanes. On sait que, et là je ne parle pas en tant que président du CJL, je parle en tant que Yasser Louati à mon titre personnel. On sait que les communautés musulmanes sont des communautés de foi. Ce ne sont pas des communautés qui sont mues par un intérêt commercial. Premièrement, ce sont des communautés de foi. Ça veut dire que la mosquée joue un rôle prépondérant. Et tout ce qui ne va pas à l'intérieur de la mosquée finit par influencer tout ce qui se passe dans les communautés musulmanes. Et donc, là je vais vous le dire honnêtement, il faudra me pardonner ma franchise, mais on n'a plus que 41 minutes
Et je ne vais pas vous faire perdre votre temps en disant des généralités. Cette organisation et le mode de fonctionnement des mosquées est un mode de fonctionnement, je veux dire, dysfonctionnel. Pourquoi? On voit bien qu'on manque de transparence, on manque d'engagement sincère pour l'intérêt des communautés. On sait que bien des organisations ont des bureaux qui ne représentent pas la communauté, ce sont des intérêts particuliers qui se servent de la mosquée comme voilà, tremplin, etc. Et donc, votre fonction à vous, c'est de comprendre que ce qui affecte les musulmans à l'extérieur de la mosquée, si vous n'en parlez pas à l'intérieur de la mosquée, il n'y aura nulle part pour en parler, il n'y aura aucun autre endroit pour en parler. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, depuis les années 2005-2010, tout ce qui se lance de nouveau chez les musulmans se lance à l'extérieur des mosquées. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Les mosquées ont vu passer des générations de jeunes hommes, jeunes femmes, qui font 5, 10 ans, 15 ans et puis qui partent, découragés par le clientélisme, le népotisme, voire la corruption. Et cette islamophobie ne pourra pas être combattue sans qu'il y ait une mobilisation des mosquées. Et cette mobilisation des mosquées, vous voyez bien qu'aujourd'hui, elle est inexistante. Tout le monde a intériorisé la peur, tout le monde a intériorisé, l'islamophobie, c'est une épreuve, il faut faire avec. Tout le monde a intériorisé le fait qu'il n'y ait pas de droit. Alors, j'avance maintenant sur la question de votre futur rôle. Ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce que vous devez faire à l'intérieur des mosquées. Ça, c'est vous de définir avec les communautés qui feront de vous leurs enseignants, leurs prédicateurs, leurs imams, leurs représentants, ou même si vous n'avez aucun rôle officiel. C'est à vous de définir ça. Par contre, on ne peut pas mener ce combat-là sans que les mosquées soient impliquées. Maintenant, je vais en venir à droits humains et islamophobie. Déjà, l'islamophobie, ce n'est pas une question religieuse. Et on a eu tort de formuler la question de l'islamophobie comme un problème de religion musulmane. C'en est pas un. Il y a des droits humains, il y a des libertés publiques, et tout ça est garanti aux musulmans et aux non-musulmans. Ça veut dire, les droits humains, c'est quoi? Ce sont tous les droits avec lesquels nous naissons et qu'on ne peut pas nous contester. Le droit à la vie, le droit à la dignité, de combattre l'oppression, le droit à un jugement équitable, etc., le droit à la vie privée. Tout ça, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, je vois qu'il y a Chambi, je crois, qui est présent, si je me trompe. Je ne sais pas. Bref. Ces droits humains-là, que vous soyez musulman ou non, vous y avez droit. Deuxièmement, les libertés publiques, ce sont toutes les libertés minimales garanties par la loi. Et ça, on vous les donne que vous soyez musulman ou pas. Ça veut dire que les droits que vous ne les avez pas eus parce que vous êtes musulman. Vous les avez eus parce que vous êtes citoyen ou résident, et auquel cas vous avez, parce que des lois vous protègent contre les discriminations, donc ces droits-là vous sont garantis. Donc c'est pour ça que une des manières ou un des moyens qui a été mobilisé pour délégitimer la lutte contre l'islamophobie, c'est qu'on en a fait une question strictement musulmane, une question strictement de religion musulmane. Et dans une société, ce qu'on appelle sécularisée, où la religion, c'est du ressort du privé, on va vous dire quoi? C'est un pays laïque. Qu'est-ce que vous demandez, madame? Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? Donc c'est pour ça que l'islamophobie est certes le problème des musulmans, mais les musulmans ont des droits, pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce que ce sont des citoyens. Maintenant, on continue et on avance sur un autre point. Aujourd'hui, on voit que la lutte contre l'islamophobie
est discrédité de partout, de la gauche, de l'extrême gauche vers l'extrême droite. On voit qu'on a eu une normalisation des idées de l'extrême droite. Mais ça, ce n'est pas un hasard. Dans les années 80, Jean-Marie Le Pen tenait les mêmes propos tenus aujourd'hui par Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, Emmanuel Macron, Jean Castex, etc. Pourquoi? C'est parce que la gauche, qui prétendait être contre le racisme, était contre le racisme parce que c'est pas bien. Ne voyait pas dans le racisme un problème structurel. Ça veut dire quoi un problème structurel? Ça veut dire que l'islamophobie, ce n'est pas une série d'événements, une femme qui se fait agresser pour son foulard, un homme qui est discriminé pour son prénom, sa barbe ou son faciès. Ben, quand ça arrive 1 million de fois par an, ce ne sont pas des problèmes isolés, c'est un problème structurel. Il y a un système derrière tout ça. Et ce système-là a été rendu possible, pourquoi? Parce qu'on a l'État aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est vrai que c'est peut-être au-delà, mais c'est important de savoir que la Ve République sous laquelle nous vivons, ça veut dire cette République qui est née en 1958, elle est née sous un coup d'État. Et c'est une république qui est née pendant la répression sanglante en Algérie. Ça veut dire que la République elle-même aujourd'hui est née d'un péché originel qui est le coup d'État, mais elle est née aussi pendant qu'on massacrait des Algériens. Ça veut dire que le logiciel colonial qui a permis la colonisation pendant plus de 130 ans d'Algérie, voire plus pour d'autres pays, a organisé la Ve République actuelle qui est née en 1958. Ça veut dire que déjà, nous avons un régime politique qui est né dans le racisme. Donc comment est-ce que ce régime-là, on peut dire, ah ben si on lui demande, il va combattre le racisme? C'était extrêmement naïf, mais maintenant on en voit les démonstrations. Le deuxième point, c'est que les institutions qui sont censées contrebalancer les pouvoirs du président, on voit bien qu'ils sont faibles. Et peut-être que ce n'est pas une évidence pour beaucoup, mais la Ve République actuelle, avec sa constitution de 1958, n'est pas vraiment une république. Moi, je veux bien vive la France, vive la République, mais c'est plutôt un compromis entre la monarchie et la République. Ce n'est pas Yasser Louati qui l'invente. Je vous invite à lire ce qu'écrivent les spécialistes du droit constitutionnel. Donc, vous avez un régime politique né de l'ère coloniale, d'un coup d'État. Ce régime politique donne des pouvoirs sans précédent au président, qui est un monarque. Il nomme le Premier ministre. Il peut dissoudre l'Assemblée. Il est le chef des armées. Il contrôle, il dirige la politique étrangère et il peut gouverner par décret. Ça fait beaucoup quand même. Et en face, on est censé avoir un Parlement, Assemblée nationale et Parlement, qui ne vont jamais contre le président. Surtout qu'aujourd'hui, si vous regardez comment se déroulent les élections, vous avez l'élection présidentielle qui commence, et ensuite, vous avez les élections législatives. Sauf que quand on organise les élections législatives après la présidentielle, dès qu'il y a un président qui est élu, logiquement, puisqu'il a été élu, le parti qui obtient la majorité à l'Assemblée nationale est aux couleurs du parti du président. Et donc, avec tout cela, vous avez un appareil qui ne peut que normaliser l'islamophobie. Mais ce n'est pas tout. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas un hasard. Vous avez déjà la Ve République qui pose problème, les pouvoirs du président qui sont démesurés, les citoyens n'ont pas tellement de moyens de contrôle sur l'Assemblée, on ne peut pas révoquer un président, on ne peut pas révoquer un député.
vient ensuite la question des médias. Ce que l'on n'enseigne pas au grand public, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'argent qui a financé le retour de la presse française, c'était l'argent des collabos. Parce qu'avant, les presses, qui étaient un butin de guerre extrêmement important, les presses papier étaient souvent contrôlées par des syndicats de gauche, voire par des gens proches du Parti communiste. Mais, comme il a fallu de l'argent, on a eu le retour des collabos, les R100, etc., qui ont financé la mise sur pied d'un nouveau paysage médiatique français. Comment voulez-vous avoir une presse qui se soucie des droits humains et des libertés publiques, qui soit contre le racisme, qui soit pour la transparence de la vie publique, quand l'argent qui finance cette presse est venu des collabos qui ont prospéré sous Vichy et qui ont fait fortune en spoliant les Juifs pendant les années 30 et 40. Vous voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'il y a des gens qui disent il n'y a plus de son. Alhamdoulilah, on a encore du son. D'accord, très bien. J'entends depuis le début, moi. D'accord, non, parce que je vois Othman qui dit… D'accord, bon, très bien. Je continue. Alors, on a le politique, on a le médiatique. On continue. Bon, c'est bien beau, il y a ça, il parle des années 40-50. D'accord. Regardez la presse aujourd'hui en France. 95% de la presse française, 95% appartient à 7 milliardaires. 7 personnes détiennent 95% de la presse française. Quand on sait que les milliardaires ont intérêt à ce qu'il y ait un État autoritaire pour appliquer des politiques économiques injustes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour appliquer une politique économique injuste, il faut un État autoritaire. Sinon, le peuple, il n'est pas content. Mais le peuple, lui, il ne faut pas lui dire que son ennemi, ce sont les milliardaires qui l'exploitent au travail, qui eux-mêmes ne payent pas leurs impôts, etc. Donc, il faut lui créer un autre ennemi, un problème de société, une menace pour son emploi, pour sa sécurité, pour son identité, pour son futur. Et c'est qui l'ennemi? Ben, c'est vous. C'est pour ça qu'on fabrique le problème musulman. Alors bien sûr, c'est pas tout. On n'a pas fabriqué un problème musulman alors qu'il n'y avait rien avant. Si, quand on nous dit par exemple, oui, il n'y avait pas de l'islamophobie, le racisme, c'est à cause du chômage, mon œil. Le massacre du 17 octobre en 61, il a eu lieu pendant les 30 Glorieuses, où on avait une économie qui était florissante. Donc, il faut arrêter avec ça. Les crimes policiers de l'été 1972 ont été commis avant le choc pétrolier. Ces crimes racistes-là étaient commis par des anciens de Vichy qui sont devenus préfets, Papon par exemple. Donc, bref, on revient à la fabrication du problème musulman. Et le musulman aujourd'hui représente une menace pour l'identité française parce qu'on est incapable d'accepter l'idée que ces musulmans appartiennent au récit national et que leur présence soit normale. On parle d'intégration aujourd'hui comme on en parlait il y a 40 ans. C'est quand même un problème. Ça veut dire 2, 3, 4 générations et on parle toujours d'immigration. Oui, on a les crimes policiers à Marseille, c'est ça, et de l'Ouest dans les années 70. Et donc, cette fabrication du problème musulman, et je sais que j'accélère un petit peu, mais je vous invite vraiment à regarder la formation sur l'islamophobie qui complète mon propos, parce que bon, là, je n'ai qu'une heure, même pas, j'ai quelques minutes qui me restent avant de pouvoir prendre des questions. Non, la fabrication… on peut élargir encore d'un quart d'heure, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien, tant mieux, merci. Donc, la fabrication du problème musulman, déjà, elle fait de vous, musulmans et musulmanes, le baromètre
de ce que veut dire la démocratie, les droits humains, l'état de droit en France. Parce que c'est parce que les musulmans aujourd'hui perdent leurs droits qu'on normalise ce que l'État fait. Donc l'État rend ça acceptable aujourd'hui parce que c'est les musulmans. Parce que c'est les musulmans, on peut fermer des organisations sans preuve, sans passer devant le tribunal. Parce que c'est les musulmans, on peut ordonner des perquisitions dans les maisons des familles, terroriser des enfants et des parents. Parce que c'est les musulmans, on peut passer des lois pour exclure des jeunes femmes de l'école si elles portent un foulard. Parce que c'est des musulmans, on peut passer des lois pour assigner à résidence des personnes sans passer devant le juge. Mais une fois qu'on a fait ça aux musulmans, ça devient une norme. La loi, on l'a rendue acceptable à l'opinion publique en disant aux gens, vous inquiétez pas, c'est que pour les musulmans, c'est satanés, radicalistes, islamistes, frères musulmans, salafistes, séparatistes, c'est tout ce que vous voulez. Oui, ça c'est le marketing politique. Mais la loi, par définition, elle s'applique à tout le monde. Donc, que font des États autoritaires? Tous les États autoritaires, à travers le monde, ils vont prendre la minorité la plus inoffensive, qui n'a pas des moyens de répondre, de s'organiser politiquement, et on va s'en servir pour en faire l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur, tel que ça a été dit par Manuel Valls en 2015, c'est un terme qu'on employait pour les Juifs dans les années 30. Terme inventé par un certain René Gontier. Et ce terme d'ennemi intérieur a été transposé aux musulmans aujourd'hui. Et parce qu'il y a un ennemi intérieur, il faut que le président puisse appliquer un état d'urgence, une fois, deux fois, trois fois, et l'état d'urgence devient permanent. Une loi de surveillance de masse, juillet 2015, qui permet à l'État d'écouter toutes nos conversations. Ça veut dire que l'État, à tout moment, a accès à vos communications sur téléphone sans passer par le juge. Avant, il fallait une autorisation du juge. Maintenant, c'est fini. Tout ce que vous faites sur Internet, les réseaux sociaux, vos communications avec vos amis, vos proches, votre mari, votre fiancé, etc. Et donc, pour ça, il fallait un ennemi intérieur. Et quand je dis que les musulmans sont le baromètre, ben, une fois qu'on l'a appliqué aux musulmans, on l'applique aux autres. Et c'est ce qui s'est passé avec l'état d'urgence. En 2015, l'état d'urgence a été déclaré. En une semaine, des centaines de perquisitions ont eu lieu dans des familles musulmanes. On a saccagé des maisons. Le cas Mistafawi, par exemple, que j'ai rencontré, à l'époque, j'étais encore porte-parole du CCIF, la mosquée d'Aubervilliers qui a été saccagée par la police, la mosquée de Sartrouville, les assignations à résidence. Il y en avait même un, c'était un juif converti, petit-fils de déportés. Donc lui, il dit, voilà, mes grands-parents ont été déportés parce qu'ils étaient juifs, aujourd'hui, je suis assigné à résidence parce que je suis musulman. Et donc, ce qu'on a fait subir aux musulmans, oui, je vois les commentaires, le frère, il dit, le frère aveugle, oui, le jeune d'Avignon, un jeune non-voyant qui a été perquisitionné. Et donc, vous voyez bien que, parce qu'on a accepté cela contre les musulmans, qu'est-ce qui fait l'État? Ben, maintenant, on a créé un précédent, on peut l'appliquer aux autres. C'est qui les autres? Et pourquoi est-ce que vous voyez, si vous voyez mes commentaires sur Facebook et Twitter, je ne suis pas très tendre avec la gauche? Ben après les musulmans, c'était la COP 21, les militants écologistes, les anarchistes, les militants syndicalistes, etc. Et moi, j'étais aux réunions à l'hiver 2015-2016. Eh ben, ces gens-là, ils ont commencé à compter les violences de l'État le jour où ils s'en est pris à leurs copains. Mais quand pendant 3 semaines, l'État a tapé sur les musulmans, ils étaient silencieux. Donc, quand ils m'ont invité une fois à une conférence à la Bourse du Travail, la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'était « Bienvenue au club ».
Bienvenue au club, parce que quand c'était les musulmans, vous étiez silencieux. Et ça vous met une responsabilité énorme en tant que musulman et musulmane. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont vos droits que vous défendez et que vous n'avez personne sur qui compter. Alors, je sais, on veut croire que nous avons des alliés naturels. Non, c'est pas vrai ça. Il y a des convergences d'intérêts, mais une personne qui ne vit pas ma souffrance, ce n'est pas mon allié naturel. Parce que si lui peut venir me soutenir à une manifestation, quand il va rentrer chez lui, sa vie reprend. Moi, ma vie et ma discrimination au quotidien, ça continue, avec ou sans lui. Et donc, l'obligation qui est faite à celles et ceux qu'on appelle les musulmans, c'est de sortir, déjà pour commencer, de sorte déjà en ce qui concerne la question de je suis musulmane, je suis musulman, sortir du jugement d'identité. Celles et ceux qu'on appelle les musulmans ne peuvent pas être définis par quelqu'un d'autre. C'est aux musulmans et aux musulmanes de se définir et de définir leur place dans cette société. Et bien entendu, il y aura toujours de la résistance. Pourquoi ? Parce que toutes les communautés ont été réprimées en France. La France déteste les identités qui sont fortes. On a effacé l'identité bretonne. On tente d'effacer l'identité corse et basque, savoyarde, auvergnate, les Polonais, les Espagnols, les Juifs. Toutes les identités fortes ont été réprimées par cette République autoritaire. Les Vendéens, après la Révolution, etc. Donc aujourd'hui, il revient à chaque musulman, à chaque musulmane, de ne pas avoir honte de s'affirmer dans l'espace public. Et s'il y a répression aujourd'hui, si on veut fermer des organisations, si on veut normaliser que l'État décide, sans passer par les tribunaux, d'assigner un tel à résidence ou de fermer une organisation ou de perquisitionner un tel, c'est pour intimider et que les personnes intériorisent leur domination et que pour eux, c'est la norme. Et là, je renvoie dos à dos les personnes qui me disent c'est acceptable, on ne peut rien faire, mais accrochez-vous, mais aussi les personnes qui se servent de la religion pour asservir les personnes qui perdent leurs droits. Et je sais que souvent, ce n'est pas bienvenu ce que je dis là, mais je vous le dis en toute honnêteté, je ne vous dois rien d'autre que la vérité. Si c'est pour normaliser une domination, votre religion pose problème. Comment un Dieu qui interdit l'injustice à lui-même et la rend interdite entre les hommes peut accepter qu'un être humain se dise « c'est normal, j'accepte ». D'autres communautés se sont battues et il en revient aux musulmans de s'organiser. Alors, le rôle maintenant qui vous revient. Je vois que Abdelaziz Rigui est au taquet ce soir. Maintenant, parlons du rôle des personnalités religieuses. Il est où Mohamed? Je suis là. Je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu me permets un peu de franchise? Bien sûr, on ne demande que ça. Je préfère demander. Le rôle, encore une fois, ce que je disais au départ, c'est que c'est la foi qui compose les communautés musulmanes et qui les rassemble. Bien sûr, il y a l'idéal commun, etc. Mais les communautés musulmanes sont des communautés de foi, donc centrées sur la religion et donc, par définition, la mosquée. Et donc, les personnalités religieuses ont un rôle prépondérant. Je vous invite à lire ce que Napoléon, c'est quoi, je vais le ressortir à l'instant, ce que Napoléon donnait comme instruction après la campagne d'Égypte. Alors, je vais vous lire un texte et je vous laisse apprécier son contenu et de comparer en toute honnêteté
On ne fait le procès de personne, mais je vous demande de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Alors, déjà, je vous cite la source pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Le livre, c'est De la guerre par Napoléon, présenté par et annoté par Bruno Colson aux éditions Tempus. Alors, il nous est impossible de prétendre à une influence immédiate sur les peuples pour qui nous sommes si étrangers. Nous avons besoin, pour les diriger, d'avoir des intermédiaires. Nous devons leur donner des chefs, sans quoi ils s'en choisiront eux-mêmes. J'ai préféré les oulémas et les docteurs de la loi. Premièrement, parce qu'ils l'étaient naturellement. Deuxièmement, parce qu'ils sont les interprètes du Coran et que les plus grands obstacles que nous avons éprouvés et que nous éprouverons encore proviennent des idées religieuses. Ça veut dire que si vous avez un islam libérateur, émancipateur, qui se dresse contre l'injustice, qui défend la veuve et l'orphelin, qui est toujours du côté des opprimés, ça on n'en veut pas. Troisièmement, parce que ces oulémas ont des cœurs, ont des mœurs douces, aiment la justice, sont riches et animés de bons principes de morale. Ce sont sans contredit les plus honnêtes gens du pays. Et là, ils ne savent pas monter à cheval, n'ont l'habitude d'aucune manœuvre militaire, sont peu propres à figurer à la tête d'un mouvement armé. Je les ai intéressés à mon administration. Je me suis servi d'eux pour parler au peuple. J'en ai composé les divans de justice. Ils ont été le canal dont je me suis servi pour gouverner le pays. J'ai accru leur fortune. Je leur ai, en toutes circonstances, donné les plus grandes marques de respect. Je leur ai fait rendre les premiers honneurs militaires. Non, je leur ai fait rendre, les premiers honneurs militaires en flattant leur vanité. En flattant leur vanité. J'ai satisfait celle de tout ce peuple, mais ce serait en vain qu'on prendrait ces soins pour eux si on ne se montrait pas pénétré du plus profond respect pour la religion de l'islamisme et si on permettait aux coptes chrétiens grecs et latins des émancipations qui changeassent leur rapport habituel. J'ai voulu qu'ils fussent encore plus soumis, plus respectueux pour les choses et les personnes qui tenaient à l'islamisme que par le passé. Il faut se donner les plus grands soins pour persuader aux musulmans qu'on aime le Coran et qu'on vénère le prophète. Donc moi, les personnes qui partagent des visuels sur Facebook, voilà ce qu'a dit Napoléon sur le prophète, mon œil, c'est en fait du flanc pour faire croire aux musulmans qui respectent le prophète et mieux les soumettre. Un seul mot, une seule démarche mal calculée peut détruire le travail de plusieurs années. Enfin, bref. Donc, on arrive maintenant à notre rôle. Je vais vous raconter une histoire personnelle. C'est mon vécu à moi et je sais que c'est arrivé à d'autres personnes. Dans la ville d'Atis-Mons, on avait organisé, il y avait un maire PS qui était hautement corrompu, clientélisme habituel avec la mosquée locale, etc., etc. Et moi, je ne suis pas d'Atis-Mons à la base. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans le 9-4, enfin, dans le Val-de-Marne, ouais, 9-4. On ne change pas qui on est. Et je rentrais d'étranger, j'étais pilote là-bas, je suis revenu, bref, et je prenais quelques temps de repos en France. Bref, je me retrouve à organiser des événements citoyens, des conférences, des échanges. Et ce qui s'est passé, c'est que la mosquée locale, qui était dirigée par le consulat marocain, avec tout le respect que j'ai pour mes frères et sœurs marocains, et qui font aussi partie de ma famille,
La mosquée a vu d'un très mauvais œil que les jeunes s'organisent. Le problème, c'est que ces jeunes-là avaient demandé à la mosquée de pouvoir bénéficier de l'espace. Ça veut dire faire intervenir des conférenciers, des étudiants, etc., quand la mosquée était vide. Et ce qui s'est passé, c'est que bien que la mosquée ait été financée par les fidèles, les dirigeants de la mosquée ne rendaient pas de compte aux fidèles. C'était leur mosquée. Oui, mais cet argent-là, ce n'est pas le vôtre. Quelqu'un qui a donné un sou pour cette mosquée a le droit de demander des comptes. Et là, il y avait un refus de rendre des comptes aux communautés locales. Et donc, les jeunes ont dit, dans ce cas-là, si on n'arrive pas, il faut qu'on trouve un moyen. Donc, je ne dis pas que j'ai apporté une solution miracle, mais me concernant, je me suis dit, on ne va pas aller frontalement avec la mosquée, c'est contre-productif. Et puis, de toute façon, c'est une perte d'énergie et de temps. Ce qu'on va faire, c'est on va sonder les musulmans sur place et on va voir de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les mamans comme les papas, les jeunes mariés comme les enfants, manquaient d'espace, d'échanges sociaux, c'est-à-dire de se rencontrer, faire des choses en commun. La mosquée est tenue par une famille qui ouvre et ferme à son bon vouloir, ne rend pas de compte sur les finances de la mosquée. Dans ce cas, ils font leur truc, nous on fera autre chose en parallèle. Ça, c'est ma démarche à moi. Quand les gens qui pensent que je suis animé par l'amour du clash, c'est pas vrai. J'entre en confrontation quand vraiment on barre le chemin d'une mobilisation qui est légitime. Et c'est ce qui s'est passé. On organise des événements et la salle qui était attribuée en temps normal, tout d'un coup, elle est refusée. Moi, je ne comprends pas. On va voir la mairie. On ne comprend pas. On a réservé la salle. Les gens habitent dans la ville, ils ont le droit. Non. Et littéralement, ils ont dit aux jeunes qui étaient partis, moi, je n'étais pas sur place, sinon ça serait passé autrement. Dégagez de là, la mosquée ne veut pas que vous organisiez, tirez-vous. Littéralement, c'est ce vocabulaire-là qui a été employé. En fait, la mosquée locale refusait que les jeunes puissent avoir accès aux salles municipales. Donc, vous refusez que la mosquée soit accessible aux jeunes. Vous ne rendez pas de compte sur les finances de la mosquée. Vous décidez tout seul et vous ne rendez pas de compte. Les musulmans, dans leur diversité, ont financé la mosquée et vous l'avez affilié au consulat marocain. Ouais, mais les musulmans qui est sénégalais ou malien ou mauritanien, algérien ou turc, il a quand même un droit de regard. Le converti, il fait comment, lui? Il n'est pas marocain, il n'est pas algérien. Donc, cette mosquée, elle n'est pas censée être un satellite d'un pays étranger. Pourtant, vous l'avez fait parce que c'est une famille marocaine qui le fait. C'est déjà en soi inacceptable. En plus de ça, vous avez les salles municipales et vous fermez l'accès à ces jeunes. C'est quoi votre problème? Et donc, ce qui s'est passé par la suite, réunion de crise, et les musulmans étaient quand même contents d'avoir pu profiter de cette salle municipale à quelques reprises. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué une salle privée, donc il fallait trouver de l'argent, il fallait payer une salle, payer un terrain pour le parking, organiser la logistique. Bon, ça va, j'ai un parcours dans le transport aérien, donc j'ai pu me débrouiller, mais c'est quand même des moyens mobilisés qu'on aurait pu mobiliser ailleurs. C'est pas grave, ma'alish, comme on dit. On organise ces événements-là, et là, le maire PS continue à bloquer ces initiatives. Et là, on a eu une opportunité. Il y a eu le maire PS qui était en campagne de réélection en 2014. Comme on dit, tu l'as voulu, tu l'as eu. On a organisé une concertation et on a vu que les électeurs musulmans de la ville étaient très contents d'avoir pu avoir un espace pour eux. Et donc, on faisait des conférences sur 2 jours. La matinée, c'était en règle générale pour le brunch, etc., des échanges informels. Commencer ensuite un cycle de conférences en français, en arabe. Les mamans avaient ensuite la salle pour se réunir et voilà, avoir un endroit où elles sont tranquilles, personne ne les dérange. Les hommes étaient à l'extérieur pour, voilà, bon, de toute façon, il faisait beau, donc on n'était pas à plaindre. Et ça s'appelait les week-ends de la BPE.
Et là, on s'est rendu compte qu'on a répondu à un besoin. Et parce qu'on a répondu à un besoin et qu'on a montré une capacité de s'organiser pour que le service soit de qualité, on a gagné le support de qui? De ces familles musulmanes. Élections municipales qui s'approchent. Et les élections municipales qui s'approchent font que chaque candidat fait dans le clientélisme le plus, j'ai envie de dire, naturel. Donc, quand ils interviennent dans la presse nationale, communautarisme, islamisme, les musulmans, mais à l'échelle locale, ils vont à la mosquée collecter des voix et demander à l'imam qu'il appelle à voter pour eux. Vrai ou pas vrai? On a tous connu ça, Pupponi à Sarcelles, Ménard à Béziers, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là, on avait un groupe qui était assez organisé, on fonctionnait de manière assez, on va dire, saine. Viennent les élections, et donc là, nous, on a été approchés par la candidate de droite, Christine Rodier de l'UMP à l'époque, et qui demandait à ce qu'on appelle à voter pour elle. Et là, on est tous d'accord, c'est hors de question qu'une organisation, quelle qu'elle soit, appelle à voter pour un candidat. Pourquoi? Parce que quand vous appelez à voter pour un candidat, vous devenez tributaire de ce qu'il va faire. Il va se servir de vous pour se faire élire. Une fois qu'il est élu, vous serez la raison pour laquelle il va abuser de son pouvoir parce que vous n'avez aucun contrôle sur lui. Elle a demandé à me rencontrer. J'ai trouvé la candidate très limitée intellectuellement. Ce n'était pas une personne qui était faite pour gouverner. Elle a demandé à ce qu'on appelle à voter pour elle. J'ai refusé personnellement et invité les personnes de l'association à en faire de même. De toute façon, si on avait appelé à voter, moi je serais parti. On n'appelle pas à voter pour elle, mais les familles musulmanes étaient extrêmement fâchées contre le maire PS qui les avait empêchés d'avoir accès aux salles municipales pour leurs conférences mensuelles. Viennent les élections et le maire PS perd les élections et tous les observateurs sur place se rendent compte que le maire a perdu à cause de la jeunesse musulmane de la ville. Et cette jeunesse musulmane n'avait pas appelé à voter pour ou contre le maire. Et la chute du maire, qui était au pouvoir depuis plusieurs mandats, a provoqué un électrochoc. Et il y a eu un sentiment de fierté, et les gens se sont dit, mais en fait, on peut y arriver par nous-mêmes. Personne ne nous a aidés, le maire s'est dressé contre nous, ça fait des années qu'on subit sa politique, et on a gagné. C'était sans compter avec le clientélisme des mosquées. La mosquée locale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est alliée avec la nouvelle maire. La nouvelle maire, elle, au départ, pensait pouvoir travailler en bonne intelligence avec la BPE, qui était l'association des jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a demandé un projet a été présenté, une mosquée, voilà, qui est non seulement la mosquée des musulmans, mais aussi la mosquée de l'agglomération, avec un jardin andalou, une aire de jeu, une salle de conférence, des espaces confortables pour la prière, pour la lecture, un espace de garde pour les enfants, parce que le terrain était disponible. Une personne des renseignements généraux qui a vu le projet a dit, je le cite, « Ce projet, j'ai jamais vu un projet aussi novateur pour une mosquée. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est la mosquée actuelle qui va déclarer la guerre et empêcher qu'il voie le jour. » Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un prédicateur que je ne vais pas nommer, ce n'est pas le lieu ni l'endroit, ni le moment, qui lui voulait être imam dans la mosquée. Cette mosquée-là voyait que les jeunes devenaient une menace parce qu'ils ont réussi à faire tomber un maire, proposer un projet de mosquée inclusif pour toutes les composantes des communautés musulmanes, qu'ils avaient refusé toute allégeance à un consulat étranger. Pour eux, c'était une menace. Et donc,
Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La mère avait dans son cabinet un agent politique proche du régime marocain et elle a commencé à dire « oui, je préfère m'allier avec la mosquée actuelle ». Et qu'est-ce qui s'est passé? La dernière réunion qui a eu lieu, les jeunes sont allés voir la mère, on dit « voilà, madame la mère, voilà, le projet que nous proposons, c'est un projet de mosquée par et pour la communauté. Ce sont nos libertés religieuses qui sont protégées. Nous avons un projet qui réussit à rassembler tout le monde, qu'on va appeler la grande mosquée pour tous. » Et là, la mère déclare, ouvrez les guillemets, « Je préfère que la mosquée soit dirigée par le Maroc, comme ça je me ferai inviter gratuitement par le régime marocain. D'ailleurs, ma fille a été invitée au mariage d'une fille d'un ministre marocain. » Fermez les guillemets. Je la connais par cœur parce que c'est moi qui fais l'enquête. Je répète, la mère a refusé un projet de mosquée par et pour les musulmans sur place. La mosquée locale s'y est opposée. Elle ne voulait pas d'un projet qui rassemble tout le monde. Elle voulait le monopole. Et le prédicateur qui, lui, voulait devenir imam dans la mosquée, veut dire marocaine, mais c'est injuste, je préfère dire la mosquée des Chibani, avec tout le respect qu'on a pour nos anciens, a déclaré « Ce que font les jeunes, c'est de l'égarement, de la fitna, et ils divisent les musulmans. » Donc les jeunes qui mettent sur pied un projet qui inclut tous les musulmans, d'où qu'ils viennent, tous les âges, les parents et les enfants, qui imposent la transparence, qui garantit que les membres de l'association ont accès aux comptes de la mosquée, qui ne prend pas de décision sans élection, etc. C'est elle qui est un égarement. C'est comme ça. L'islam est religion d'État, donc la religion musulmane est sous le contrôle de l'État et donc sous le contrôle de gens qui sont, excusez-moi du terme, corrompus. On ne peut pas être au pouvoir sans avoir été pollué par la corruption. Ce n'est pas possible, à moins d'avoir des contre-pouvoirs qui vous protègent. Mais c'est extrêmement rare. En France, on calque ce modèle-là en demandant à ce que, comme par hasard, les organisations musulmanes sont toujours du côté du pouvoir, sont toujours du côté du maire, du préfet, du ministère, du président, etc. Et les seules personnalités religieuses qui osent dire « je suis contre l'injustice parce que je suis musulman et mes croyances personnelles m'interdisent de soutenir un injuste ou d'accabler un opprimé », on les réprime sans qu'il y ait solidarité pour qu'on les défende. Donc, pour conclure, et j'aimerais vraiment pouvoir, parce que là, ça fait quand même un moment que je parle, pour résumer, l'islamophobie, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question de liberté religieuse et donc c'est une question de droits humains. De deux, les musulmans n'ont pas de droits parce qu'ils sont musulmans. Votre religion, excusez-moi du terme, tout le monde s'en fout. Le législateur, il est laïque, il n'a pas de religion. Parce que si vous deviez avoir des droits parce que vous êtes musulman, ce ne serait plus un État laïque. Et ça voudrait dire qu'on aurait une religion qui domine une autre. Et ça, on n'en veut pas en France. Troisièmement, c'est aux musulmans de s'organiser sans attendre l'aide de quiconque. La gauche n'est pas un allié. Je crois qu'Abdelaziz Chambi est parmi nous aujourd'hui. Il peut vous en raconter des belles sur la gauche. J'en ai un paquet. Mais nos expériences respectives avec la gauche, c'est de nous infantiliser, de parler à notre place, de nous boycotter le jour où nous voulons parler par et pour nous-mêmes, d'avoir un fétichisme sur l'homme musulman et la femme musulmane et d'absolument pas être capable de nous voir comme leurs égaux. C'est pour ça que dans la presse de gauche,
le musulman est toujours dans un rôle qui lui est assigné. L'arabe, le noir, le musulman, le rom sont toujours invités pour venir se plaindre. Aïe, j'ai mal, les violences policières, les discriminations, l'islamophobie, on m'a arraché mon foulard, on m'a insulté de sale arabe ou de sale musulman. Mais quand il faut parler de solutions, on invite des blancs, on invite un homme blanc, parce que la réflexion, l'intelligence, elle peut venir que du blanc. Et ça nous renvoie aux écrits de Malek Ben Nabi, fameux savant algérien que trop de monde ne connaît pas, qui écrivait dans un livre La bataille idéologique. Le progressiste européen va soutenir l'indigène quand il porte un fusil. Là, il va le soutenir, ouais, la résistance, le tiers-monde, etc. Mais le jour où l'indigène entre dans le débat des idées et se met à formuler des idées et des solutions, là, on lui signifie qu'il n'est pas le bienvenu. C'est pour ça que vous voyez dans la presse, regardez les rôles qui sont assignés aux personnes qui ne sont pas de couleur, aux personnes racisées, musulmans, noirs, arabes, tout ce que vous voulez, et vous voyez bien qu'elles sont toujours musulmans, on n'est pas censé, mais ce n'est pas le blanc dans sa couleur, c'est le blanc définition sociale. C'est un monde conçu, pensé et dirigé par les blancs, et les arabes, les musulmans, tout ce que vous voulez, sont toujours témoins et victimes. Le quatrième point, développer l'autonomie de la réflexion à l'action. Ne sous-traitez pas l'imam. Regardez aujourd'hui différents imams américains. Ouais, il est imam dans sa mosquée et il écrit des livres sur le racisme, les violences policières, il est dans les manifestations, dans les conférences, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut que cette séparation entre on est soit religieux et on parle que du Coran et de la vie du prophète, ou bien on est un militant contre le racisme et on est un gaucho. Moi, je ne suis pas un gaucho, moi. Je ne suis pas un enfant de la gauche. Je n'ai pas vécu avec le PS, ni avec le PC, ni avec la France insoumise. Je parle du racisme et je lutte contre lui de par mon vécu qui ressemble à celui de millions de personnes. Peut-être que vous, futurs diplômés d'un institut de formation religieuse, pourrez remplir comme celui-là. Quels sont les textes dans la tradition musulmane qui poussent à se lever contre l'injustice, qui poussent à combattre la corruption, qui poussent à combattre le pouvoir. Le pouvoir n'est pas sacré. Le pouvoir n'est pas sacré, je vous le répète. La raison pour laquelle les despotes du monde musulman ont toujours un moufti à côté d'eux, c'est pour légitimer leur pouvoir en se servant de la religion. Des gens comme Sisi, un dictateur sanguinaire, il a son moufti. Bachar el-Assad, pareil. Ben Ali avait son moufti. Alors que c'était des gens qui étaient des despotes par essence. Peut-être que sortira dans ce groupe-là demain quelqu'un qui, oui, remplira la fonction d'imam et en même temps d'acteur de la vie associative contre le racisme et pour la justice sociale. Le dernier point, et je vais insister, c'est maintenant qu'il faut prendre la parole. Maintenant, ce n'est pas le moment où il faut se taire. Ce n'est pas le moment où il faut faire le dos rond. C'est maintenant qu'on sort du bois. Parce que si vous ne parlez pas, ce sont les gens qui ont été nommés par Macron qui vont le faire à votre place. Et si la base ne parle pas, moi je vous dis, creusez vos tombes et attendez la mort. Je répète, c'est maintenant qu'il faut sortir du bois. C'est maintenant qu'il faut commencer à s'organiser et à commencer à décider qui peut prendre la parole à partir de la base et qui est plus à même d'apporter un islam de justice sociale, un islam de libération. Nous vivons dans un pays qui est profondément injuste. Nous avons la parole des gauchos contre le capitalisme et le racisme, ou la parole de l'islam et des musulmans, où il faut décentraliser, il ne faut pas une figure, mais 50 qui émergent. N'ayez pas peur. Il y a toujours des temps d'épreuve, et pendant ces temps sombres, on découvre
la lâcheté humaine, la bassesse humaine, mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on découvre les lumières qui font l'humanité. Merci à vous. On prend les questions-réponses et les commentaires. Voilà, Cléophée Kassel pour cette magnifique intervention. Vous avez terminé en beauté, vous nous avez motivés, shukran. Du coup, il y avait des questions que j'ai reçues tout à l'heure. Alors, il y avait 3 personnes, Wassil, Yasser, Wassil, Nassera et Abdelali. J'active vos micros si vous voulez les poser directement oralement pour échanger. On va commencer avec la sœur Nassera, si tu es présente. Ou alors je commence et je lis la question. Je la reprends. Comme vous voulez. Hein, comme vous voulez. Ouais, sauf si tu es présente, tu peux activer ton micro. En attendant, je prends la question, sinon je la lis. Hein. Et je pense que Wassil sera là, il va activer son micro, lui. Très, Inch'Allah. Je vais lire la question. Donc, la question de Nassera. Voilà. Assalamu alaikum. Donc, selon vos observations, la France est-elle réellement une exception européenne en matière d'islamophobie? Et ce mécanisme, enfin, l'islamophobie et autres injustices, ne seraient-elles pas finalement les symptômes d'une société qui va mal d'une manière générale? Très bien. Pour commencer, c'est vrai que la France aime à se penser comme une exception, l'exception française. Mon œil, c'est un pays comme un autre. Mais bon, la France se pense comme une exception, les Américains se pensent comme une exception, les Britanniques se pensent comme une exception, les Égyptiens, chaque pays aimait se sentir, vous voyez, voilà, en dehors et au-dessus du lot. Non, si la France est une exception, c'est qu'elle est le laboratoire de l'islamophobie. Et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité énorme des musulmans et des musulmanes. Pourquoi? Parce que ce qu'ils endurent et ce qu'elles endurent aujourd'hui va être transporté ailleurs. Des pays comme la Grande-Bretagne, la Hongrie, non pas la Hongrie, l'Autriche, les États-Unis, la Pologne, l'Allemagne, et je n'ai sûrement oublié, je suis un peu fatigué, c'est que la France est toujours regardée comme avant-gardiste sur son islamophobie. Et tous les pays occidentaux qui ont des minorités musulmanes regardent la France comme le pays qui a été capable de violer sa propre constitution pour passer des lois contre les musulmans. Et donc, là où la France innove en matière d'islamophobie, elle finit par inspirer d'autres pays. C'est pour ça qu'est le laboratoire de l'islamophobie. C'est un laboratoire dans lequel on essaye et tout ce qui marche finit par être copié. Moi, quand je vais aux États-Unis, j'entends même au Canada, au Québec, le Québec, mentalité nord-américaine, c'est par les libertés religieuses sont extrêmement sacrées. Non, mais vous entendez des choses, vous dites, mais comment c'est arrivé là-bas? C'est parce que les réseaux islamophobes, particulièrement de gauche, les laïcards, ont développé des réseaux d'échange et ils tentent d'importer au Québec cette nouvelle laïcité qui a été pensée en France. Donc, mais en plus de cela, c'est que la France, n'oubliez pas, est membre fondateur de l'Union européenne. Donc, il y a toujours des passe-droits qui lui sont octroyés. La Cour européenne de justice va dire discriminer contre des femmes qui portent un foulard est interdit et illégal, ne devrait pas être possible. Et ensuite, on va dire, oui, mais pour certains pays, une certaine exception est acceptable. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, la mobilisation n'est pas assez forte. Tout simplement. Le droit, écoutez-moi bien, il est politique. Ce n'est pas parce que le droit existe qu'il est appliqué. Deuxièmement, les actions concrètes. Les actions concrètes, c'est très simple. Vous avez tous un maire ou un député. Vous surveillez ce que votre député passe comme loi. Regardez par exemple la loi sécurité et l'autre loi séparatisme. Qu'est-ce que votre député va voter? Demandez un rendez-vous avec lui et allez le voir à 50 personnes. Parce que lui, le député, il sait qu'il va voter sa loi. Sa circonscription, il dort, mais ils n'en ont rien à cirer. Il va venir à la mosquée manger du couscous et boire du thé, et dans la même foulée, il va prendre sa voiture et aller à l'Assemblée et voter une loi contre les musulmans. Action concrète, vous contactez votre député. Bien sûr, ne le faites pas tout seul. Ça demande un savoir-faire, c'est pas vous de bout en blanc, agresser. Non, il faut organiser ça, vous organisez en comité. Et voilà, qui est meilleur que nous pour prendre la parole? Nous, on veut surveiller notre député, et on va le contacter et le voir à sa permanence. D'accord? Autre chose, le téléphone.
Vous vous dites, voilà, je vais appeler le maire 5 fois cette semaine. Et toi aussi, et toi aussi, et toi aussi. Si on est 5, ça fait 25 appels par semaine. 25 appels en 5 jours sur la même question. Mais le maire, c'est un être humain. Le député, c'est un être humain. Mais si vous démissionnez et vous le laissez faire, bah ouais, je commentais récemment sur mon compte Facebook, ils me disaient, ouais, être musulman, faut pas s'engager, nanana. Mais moi, franchement, si j'étais dictateur, je kifferais avoir un islam qui demande aux musulmans de fermer leur bouche et de se taire. Ce serait la meilleure des religions. J'ai des imams qui demandent aux électeurs, votez, faites un chèque en blanc et taisez-vous. D'accord? Donc, les actions concrètes, ce sont vos représentants à l'échelle locale. Vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez changer le lieu où vous habitez. Parce que vous avez un moyen d'action direct sur le maire, sur le préfet, sur le député. Vous vous organisez en comité local, vous regardez dans la presse ses déclarations. Lorsqu'il fait une déclaration, regardez les lois qui sont votées et qu'est-ce qu'il vote. Alors bien sûr, le CJL que je préside a vocation à faire ça, mais on n'a pas les moyens de le faire. C'est simple. Si on avait 100 000 euros par an, on pourrait avoir des personnes à temps plein qui s'occupent de ce genre de choses. Ce qui fait que les comités locaux, on leur mâcherait le travail pour leur envoyer des rapports et leur dire tel député dans telle circonscription, voici sa position sur telle loi. Et là, immédiatement, newsletter, on appelle, on sait ce qui se passe, il ne répond pas, on va le voir. OK ? Troisième question. Oui, l'islamophobie est définitivement un symptôme d'une société qui va mal. Ouais, mais c'est l'islamophobie et pas une autre idéologie. Pourquoi? N'oubliez pas que l'économie capitaliste, qui repose sur la loi des marchés, qui repose sur la création et l'accumulation de richesses, à un moment, elle finit par produire des inégalités qui sont telles que le mécontentement social devient une menace pour le régime politique. C'est ce qu'on voit avec les Gilets jaunes. Et donc, pour divertir l'opinion publique et réorienter les débats publics, qu'est-ce qu'on fait? Un problème musulman, et voilà, et on parle que de ça. Exemple, 2003, les mobilisations contre les réformes des retraites Raffarin, la presse, pendant un an, ne parle que du foulard musulman. 1300 à peu près articles et reportages sur le voile, quelques 400 pour les mobilisations. On a des millions de personnes dans la rue contre des réformes injustes sur les retraites, et la presse ne parle que des musulmans. Islamo-diversion. On a, en 2009, crise économique. Qu'est-ce qui se passe? On crée le débat sur l'identité nationale. 2010, on a la réforme Éric Woerth sur les retraites, lui-même en procès pour des accusations de favoritisme, je crois, ou de malversation, je ne suis plus très sûr, ça remonte. Réforme Éric Woerth, les gens sont mécontents, qu'est-ce qu'on leur invente? Le débat sur le voile intégral, alors qu'il n'y avait que 367 personnes qui le portaient, etc., etc. Et donc, attentat en 2015, au lieu qu'on pose les questions sur l'État qui a failli, ça fait 40 ans que le contre-terrorisme français échoue, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un problème musulman pour divertir l'opinion publique et en même temps passer des lois sécuritaires. Donc l'islamophobie, oui, est un symptôme. Et la maladie qui provoque ce symptôme, c'est l'économie capitaliste, un régime politique autoritaire et corrompu, et bien entendu une société civile qui n'est pas assez organisée pour repousser et faire face à ces injustices. Autre question, s'il vous plaît? Shukran, barakallahu fik. Wassil, est-ce que tu m'entends? Moi? Non, je t'entends. Ah oui. Il m'a posé une question écrite, donc du coup, je te laisse la parole, vu que tu es présent. Wassil, je te laisse. Non. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans un premier temps, cher frère Yasser, je tiendrai à te remercier pour ton intervention.
je connais personnellement et assez bien le frère Yassine, avec qui vous avez étudié avec Chéri Elias, et il m'avait grandement parlé de vous et en bien. Et alhamdoulilah, ces propos ont été corroborés ce soir. J'avais une question initialement qui portait en fait sur le champ d'action des musulmans, notamment puisque on trouve de nos jours énormément de gouverneurs qui soutiennent en fait les politiques de pays islamophobes. Je peux prendre le cas des Ouïghours, qui est peut-être le cas le plus grave actuellement avec la politique des Saoudiens et des Émirats, qui vont justement, puisqu'ils ont des intérêts économiques avec la Chine. On a le cas aussi de la France, c'est la même chose, même si c'est avec une échelle moins grave. La question initialement, en fait, elle portait sur le fait de comment est-ce que les musulmans en fait, peuvent agir, parce que vous avez mentionné un point qui, pour moi, est extrêmement important, et c'est quelque chose sur lequel j'essaie beaucoup d'insister dans certaines de mes discussions. C'est le fait que la communauté musulmane est une communauté de foi. Et donc, on ne peut pas dissocier en fait ce sentiment d'appartenance à une communauté mondiale au-delà au-delà du fait d'être une minorité dans certaines nations. Et comment, dans ce cas-là, en fait, les musulmans pourraient, puisque Yassine m'avait expliqué que vous aviez un passé de pilote de ligne, donc je pense que vous avez voyagé, et donc que vous avez une vision peut-être plus globale en fait de l'islam mondialement. Donc comment premièrement les musulmans peuvent essayer de s'organiser mondialement? Ça c'est la question de base. Mais suite à votre discours, ma question elle porterait plus sur maintenant comment les musulmans vont s'organiser en France. Donc sortir un peu de l'islamophobie, oh, les Français sont racistes, et vraiment de rentrer dans cette gestion en fait du droit, de la notion d'État et du viol des libertés fondamentales. Comment la jeunesse musulmane pourrait s'organiser en France pour essayer de changer les choses? Parce que clairement, de tous les intervenants que j'ai entendus, enfin, plutôt des personnes qui prennent parole un peu sur la place publique, actuellement, vous êtes peut-être, à mes yeux, la seule personne qui a proposé quelque chose de viable et qui traite la question de la bonne manière. Donc, vraiment, je vous remercie énormément pour ça. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il vous accorde un soutien sans faille et qu'il vous récompense énormément pour le rôle que vous jouez actuellement pour nous. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'il y a toujours un imaginaire collectif. Et ça, ce n'est pas propre aux musulmans, tous. Ce qu'on appelle le bu'd en arabe, voilà, c'est un horizon commun. Il peut être religieux, il peut être national, il peut être humain, etc. Et c'est vrai que le plus noble... il y a une personne qui aimerait poser une question, je ne sais pas Mohamed, peut-être qu'il faudrait voir les questions qui sont dans le chat. Alors, pour revenir à ça, c'est que c'est vrai que beaucoup de gens regardent ce qui se passe avec les Ouïghours. J'avais fait une vidéo avec le CJL qui a quand même 1 an, je pense déjà. Et cette vidéo, j'expliquais comment ce que les Ouïghours étaient partis d'un État indépendant en 1948 et que Mao Tse-tung les a occupés et comment ils ont toujours été un peuple qui résiste. Maintenant, il faut qu'on soit réaliste. Et je sais que je déteste être un démagogue et c'est vrai que ça me vaut des fois d'être critiqué, d'être trop franc, mais nous ne vivons qu'une vie et nous sommes censés être le plus productif possible avant de partir. Et dire à des gens, oui, des grandes généralités, les envolées lyriques, moi, j'adhère pas à ça. Ne vendez pas du rêve aux gens et ne leur mentez pas. Le minimum qu'ils méritent, c'est qu'on leur dise s'ils sont dans une marmite en train de bouillir ou dans un jardin. Je pense qu'ils sont en ce moment dans une marmite. Quand vous parlez des Ouïghours, vous parlez de la solution. En fait, non, la solution finale de l'islamophobie, c'est Srebrenica. Au cœur de l'Europe, un génocide a été perpétré contre des gens parce qu'ils étaient musulmans. Ils n'étaient pas arabes, ils n'étaient pas turcs, ils n'étaient pas noirs, ils n'étaient pas chaouis, ils n'étaient pas wolofs, ils étaient européens blancs. Et ils ont connu un génocide parce que leur religion était la religion musulmane. Il y a eu des fuites. Si vous regardez dans mon historique, ça s'appelle les cassettes Clinton. C'est des conversations entre Bill Clinton et François Mitterrand. Et à l'époque, je crois que c'était John Major qui était Premier ministre de la Grande-Bretagne. Et Bill Clinton était en faveur de la levée de l'embargo sur les armes
qui aurait permis aux Bosniaques de se défendre. Or, Mitterrand était contre la levée de ce blocus. Et dans les propos rapportés par Bill Clinton, il disait « Bon, c'est malheureux, mais on ne peut pas concevoir un pays musulman au cœur de l'Europe chrétienne. » Donc moi, les gens qui portent au nu François Mitterrand, 30 ans après le génocide commis contre les Juifs. Ça veut dire que l'Europe ne s'est jamais défaite des pratiques qu'elle a fait subir à d'autres minorités religieuses. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que les Bosniaques ont vécu est en train d'être vécu aujourd'hui par les Ouïghours. Camp de concentration, camp de travail et camp de rééducation. Ça veut dire, imaginez-vous, un lavage de cerveau pour que des gens oublient leur identité. On envoie des émissaires du régime chinois pour dormir dans le lit de la femme pour s'assurer qu'elle ne fait pas sa prière et pour qu'elle soit tous sur surveillance. Vous savez quoi, je crois que je vais mettre la vidéo ici parce que j'ai pas envie de me répéter et vous faire perdre votre temps. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Bon, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas finalement. Alors attendez. Bon, on va essayer autrement. Parce que je vous mets la vidéo et pour que vous compreniez que ce qui arrive, ce sont des projets politiques. Ah là, voilà. Alors, je vous mets la vidéo en lien ici, d'accord, dans le chat. J'espère que le lien fonctionnera. Et je vais en profiter pour en mettre quelques-unes aussi qui vont dans le même sens. Alors, je vais vous mettre la formation sur l'islamophobie aussi. Vous la regarderez tranquillement. Elle est assez... Bon, elle fait 2h30, mais sincèrement, vous repartez avec quelque chose. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée, il y a un imaginaire collectif. Et cet imaginaire-là, on a envie d'agir, mais on ne sait pas comment faire. Les Ouïghours, c'est loin, etc. Dans la vidéo que j'avais partagée, je demandais simplement de boycotter les principales marques chinoises. Huawei, Xiaomi, Alibaba, China, je ne consomme pas du tout. Lenovo, voilà, Lenovo. Alors voilà, vous avez une série, voilà, Alibaba, Lenovo, Huawei et Xiaomi. C'est le minimum que vous puissiez faire. Voilà, AliExpress, non, je crois que c'était Alibaba. Ça, c'est le minimum que vous puissiez faire. Mais il faut rester réaliste. Il y a des choses qu'on peut faire à court terme, à son échelle individuelle. Et en tant que croyant, il y a une part incompressible de responsabilité individuelle que personne ne peut remplir à votre place. C'est pas tout le monde qui peut être militant, et etc., parole publique et s'engager, mais on a tous un minimum qu'on puisse faire. Boycotter des marques. Maintenant, pour en arriver sur ce qui peut être fait, vous savez, tout commence localement. Je vous donne un exemple. Vous dites comment agir sur l'islamophobie. Alors, moi, voilà, bon, mes désaccords avec d'autres acteurs de l'islamophobie sont connus, ils sont documentés, je n'ai pas revenir là-dessus. Et c'est absolument pas le moment d'en parler, et c'est vrai, ce serait... Si vous voulez le faire, avec un moyen d'accès direct, ça se fera toujours localement. La chose que vous pouvez commencer à faire, c'est créer des espaces où vous pouvez vous parler
en toute sécurité. La raison pour laquelle je vous parle de choses aussi abstraites que de parler en toute sécurité, ça commence toujours avec des idées. Ça commence toujours